Bonjour amis téléspectateurs de TV Liberté. Eh bien aujourd'hui, Passé Présent vous présente un numéro spécial et je vous laisse présenter le sommaire de ce numéro spécial. Oui, merci Catherine. Il s'agit donc d'évoquer la figure du commandant Drian, du lieutenant-colonel Drian, le héros de Verdun, qui fut aussi le capitaine d'Henri, sous ce pseudonyme auteur d'ouvrages à succès au cours des années qui précédèrent la guerre. Alors pour évoquer la figure de Drian, eh bien je commencerai pour ce qui me concerne par présenter l'aventure du général Boulanger. Pourquoi le général Boulanger? Parce qu'il se trouve qu'il était le beau-père du colonel Drian. On reste en famille. Voilà. Et puis ensuite, Catherine vous présentera ce que fut la vie politique, littéraire, personnelle du commandant Drian. Et ensuite, nous recevrons Lionel Bosserel, qui vient de rééditer L'Invasion Noire, l'un de ses succès de l'époque, et qui nous parlera plus particulièrement du sacrifice de Drian au Bois des Cors au début de la bataille de Verdun. Mais donc tout d'abord le général Boulanger et de manière plus générale le boulangisme. De quoi s'agit-il? C'est une crise que va connaître la Troisième République naissante à la fin des années 1880, qui a marqué profondément l'histoire politique de la France, qui fait encore aujourd'hui l'objet de querelles d'interprétation intéressantes que nous serons amenés à évoquer à la fin de cette courte présentation. D'abord, rappeler le contexte général dans lequel va intervenir cette crise boulangiste. Les Républicains ont fini par l'emporter aux élections de 1878. La République avait bien été proclamée en septembre 1870, mais elle a mis beaucoup de temps à s'installer, car une majorité conservatrice élue en 71 souhaitait en fait une restauration de la monarchie qui ne s'est pas avérée possible. Donc les Républicains ont fini par gagner. Le président MacMahon a démissionné en 1879 car il était en conflit avec la nouvelle majorité de l'Assemblée, et les Républicains ont élu Jules Grévy comme président de la République, comme hôte de l'Élysée. C'est le moment de la victoire pour ce camp républicain, ce que traduit l'adoption de la Marseillaise comme hymne national, l'adoption du 14 juillet comme fête nationale à partir de 1880. Alors ensuite, les événements suivent leur cours, la période est dominée par quelques personnalités marquantes, Gambetta, mais dont ses amis républicains se méfient beaucoup parce qu'il est extrêmement populaire. Et le fait qu'une personnalité politique dispose d'un appui très large dans l'opinion les inquiète. On craint, n'est-ce pas, les tentations plébiscitaires telles qu'elles s'étaient exprimées au profit de Louis-Napoléon Bonaparte quelques années plus tôt. Et Gambetta, après une courte expérience de quelques semaines seulement, abandonnera le pouvoir en 1881 et mourra d'ailleurs très prématurément à l'âge de 44 ans. Et ce sont d'autres donc qui vont prendre le relais, notamment Jules Ferry, qui va être un peu l'homme fort de la République pendant quelques années dans les différentes fonctions qu'on lui connaît, notamment comme ministre de l'Instruction, mais ensuite comme président du Conseil. Jules Ferry, qui va engager une politique anticléricale qui fait partie de l'ADN des Républicains à l'époque, qui va engager, c'est pour cela surtout qu'il est entré dans la postérité, la politique scolaire que l'on sait, qui va aussi engager la France dans l'aventure coloniale, ou poursuivre en tout cas l'aventure coloniale initiée déjà en amont. Ça va mal se terminer tout ça, puisqu'en mars 85, Jules Ferry est renversé à la suite d'un repli des forces françaises sur la frontière chinoise là-bas au Tonkin, au Nord-Vietnam d'aujourd'hui. Ça n'a rien d'une catastrophe importante, mais les adversaires de Ferry vont dénoncer Ferry le Tonkinois. Il va tomber à ce moment-là. Et surtout, ce qui va se passer à partir de cette année 1885, qui voit de nouvelles élections donner des résultats assez incertains, c'est que la Chambre va se trouver partagée
partagée en gros entre trois forces qui ne peuvent pas s'entendre entre elles, les monarchistes, la droite conservatrice, catholique, traditionnelle, qui pèse encore très lourd, les républicains modérés qu'on appelle les républicains opportunistes, hein, et les républicains radicaux. Or, on pourrait penser que les deux camps républicains vont s'unir contre les monarchistes, ben non, parce qu'ils sont divisés sur la question de l'expansion coloniale, ce qui fait que le résultat de tout cela, ça va être une succession de crises gouvernementales, de crises ministérielles, qui va quelque peu, il faut bien le dire, discréditer la République parlementaire. Pour ajouter à la confusion, ajouter aux difficultés, quelques scandales interviennent, le krach de l'Union générale, de nombreux épargnants sont ruinés et on met en cause le régime, et puis le fameux scandale Wilson, Daniel Wilson, le gendre du président Jules Grévy, dont on découvre qu'il avait installé à l'Élysée tout un trafic de décorations, un trafic de légions d'honneur, évidemment contre espèces sonnantes et trébuchantes. Quel malheur d'avoir un gendre. Voilà, quel malheur d'avoir un gendre, comme disent les chansonniers de l'époque, évoquant le malheureux Grévy, contraint de ce fait à la démission et remplacé par Sadi Carnot. Clémenceau disait on va élire le plus bête, ce qui n'était pas gentil pour Sadi Carnot. Ça donne un petit peu une idée de l'ambiance de l'atmosphère donc de l'époque. C'est dans ce contexte-là que va apparaître le boulangisme. De quoi s'agit-il? D'abord, il y a un homme, le général Boulanger, Georges Boulanger, né à Rennes en 1837, qui a derrière lui une brillante carrière militaire. C'est un Syrien, il a servi en Kabylie, en Italie, en Cochinchine, il a participé à la défense de Paris en 1870. À 35 ans, il est déjà lieutenant-colonel en 1871, il a déjà reçu 6 blessures, il est commandeur de la Légion d'honneur, donc un militaire tout à fait qui a entamé une carrière tout à fait brillante. Alors ce militaire, il est aussi très ambitieux, il va embrasser la cause républicaine, il est lié à Gambetta et à Clémenceau, qui a été son condisciple de lycée, et comme il est déjà général de division en 1884, comme il commande le corps expéditionnaire en Tunisie l'année suivante, eh bien, poussé par Clémenceau, il va se retrouver ministre de la guerre dans le cabinet Freycinet, le 3e gouvernement Freycinet, en 1886. Et il va rester à ce poste dans le gouvernement Goblet qui va suivre. Il va donc l'occuper de janvier 86 à mai 87. Et il va d'ailleurs laisser à ce ministère un bilan à beaucoup d'égards positifs que nous verrons dans un instant. À l'époque, le général Boulanger apparaît comme un républicain. S'il est poussé par Clémenceau, il y a des raisons. En tant que ministre, il va casser par exemple le général Schmitz, commandant d'un corps d'armée, parce que celui-ci a protesté contre le déplacement d'une brigade de cavalerie dont les officiers avaient manifesté des opinions royalistes. Par exemple, face à la loi d'interdiction du territoire aux chefs des familles royales ayant régné sur la France, eh bien, il en rajoute en rayant des cadres de l'armée le duc d'Aumale, qui était général de division, et le duc de Chartres, qui commandait une unité de chasseurs, par exemple. Donc, un républicain apparemment pur et dur. En plus, il a une belle prestance, c'est un très bel homme qui plaît aux dames, il devient rapidement populaire, on le remarque lors de la revue du 14 juillet à Longchamp en 1886, chevauchant son cheval noir appelé Sultan. C'est là qu'on commence à fredonner en revenant de la revue, après avoir admiré, voilà, après avoir admiré donc le général Boulanger. Alors il va avoir une action importante au ministère qu'on a un peu oublié du fait des événements ultérieurs. Il va par exemple organiser une mobilisation plus rapide sur 2 jours au lieu de 5 jours, ce qui est évidemment important en cas de risque de guerre. Il va refondre le 2e bureau, créer un corps d'ingénieurs militaires, transformer les écoles d'application de l'artillerie et du génie, réformer l'école de guerre qui avait été créée une dizaine d'années plus tôt, revoir les règlements de manœuvre, remplacer le fusil gras par le fusil Lebel, qui sera l'arme individuelle des fantassins de 1914. Il va chercher à développer l'esprit de corps en organisant des salles d'honneur dans les régiments, en organisant le cérémonial des remises de décoration, etc. Et certains de ses partisans
de ceux qui vont défendre sa mémoire, vont même le créditer d'avoir indirectement préparé l'alliance franco-russe en redonnant à la France un statut militaire beaucoup plus favorable. Et d'ailleurs, ils feront valoir que Bismarck, au Reichstag, déclarera même que Boulanger, voilà l'ennemi. Hein. Donc, un bilan donc, qui n'est pas du tout insignifiant donc, en tant que ministre, même s'il est resté relativement peu de temps, mais il va surtout se faire connaître parce qu'en avril 87, un incident survient sur la frontière franco-allemande. Un commissaire de police français, le commissaire Schneebele, est arrêté par les Allemands en territoire allemand, accusé d'espionnage. Et évidemment, la tension monte très vite entre Paris et Berlin. Boulanger se fait le champion d'une position de fermeté sans concession. Il va même proposer au président de la République une mobilisation des troupes de couverture. Il ne sera pas suivi dans cette affaire, mais il va gagner là, quand cela est connu de l'opinion, son surnom de Général Revanche. Hein. Général Revanche qui devient aussi le brave général dans l'opinion publique. Alors finalement, il va quitter le ministère au mois de mai, mais il est devenu un héros populaire qui va rassembler de nombreux mécontents, devenus hostiles à cette république parlementaire jugée tout à fait incapable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il réunit autour de lui des gens qui viennent d'horizons divers, aussi bien de la droite et de la gauche. Avec un phénomène tout à fait surprenant, il y a une élection partielle dans le département de la Seine, il n'est pas candidat, et bien il a quand même 39 000 voix qui se portent sur son nom. Bon, ça commence à inquiéter les gouvernants républicains, cette popularité. On a toujours la crainte de voir surgir un César, n'est-ce pas, qui en finirait avec la République. On se souvient du 18 Brumaire, on se souvient du 2 décembre 1851, et du coup, eh bien, on va le nommer commandant du 13e corps d'armée à Clermont-Ferrand, autant dire un enterrement de première classe, présenté par ses admirateurs comme une déportation inacceptable. Et d'ailleurs, quand il s'agit de prendre la route de l'Auvergne, hein, de prendre le train, en l'occurrence pour l'Auvergne, eh bien, il y a une foule immense qui se rassemble à la gare de Lyon pour empêcher le train de partir. Boulanger est obligé, pour échapper à ses supporters, de monter même sur la locomotive. Des femmes se couchent devant pour empêcher la locomotive de démarrer. Hein. Donc, on le voit, il y a un phénomène d'opinion là qui se crée autour de lui. On voit la droite nationaliste et monarchiste se rallier à ce nouveau leader qui venait pourtant, on l'a dit, de la gauche radicale apparemment. Hein. Seuls les républicains modérés, les républicains opportunistes à ce moment-là sont contre lui. Hein. Jules Ferry le traite de Saint-Arnaud de café-concert, évoquant le maréchal général Saint-Arnaud qui avait été un des conquérants de l'Algérie. Hein. Et puis juste à ce moment-là survient la fameuse affaire des décorations que l'on évoquait tout à l'heure. Alors la colère gronde évidemment dans le pays. Comme Boulanger dénonce ce scandale publiquement, eh bien il prend 30 jours d'arrêt de rigueur. Hein. L'antiparlementarisme grandit dans des proportions formidables. Boulanger rencontre le prince Jérôme Napoléon, candidat des bonapartistes, mais ils ne parviennent pas à s'entendre. En revanche, il rencontre le baron de Mâcon, qui dirige l'Union des droites au Parlement. Et celui-ci lui propose, s'il redevient ministre de la guerre, d'organiser carrément un coup d'État avec à l'issue un plébiscite pour demander aux Français s'ils veulent le retour de la monarchie ou une république autoritaire. Donc le mouvement commence à prendre de l'ampleur. En 1888, la Cocarde devient le journal, devient l'organe de presse du camp boulangiste. On réclame la dissolution de l'Assemblée, la révision de la Constitution, la réunion d'une Assemblée constituante, en fait, pour créer au moins une nouvelle république. Il y a des élections partielles en février 88. Boulanger n'est pas candidat dans 7 départements, mais il va obtenir des voix partout, alors qu'il n'est pas candidat, hein, ce qui confirme la tendance. Un comité boulangiste se constitue alors, avec des gens très différents. Henri Rochefort, qui vient de la gauche, même de l'extrême gauche. Paul Déroulède, le chef, le leader de la Ligue des Patriotes, se retrouve autour de lui. Bientôt, la duchesse d'Uzès, le comte de Paris lui-même, le candidat au trône, vont
vont le soutenir, et Boulanger est élu dans l'Aisne le 25 mars 1888. Alors là, c'en est trop, on va carrément l'écarter de l'armée, mais du coup, il peut se présenter comme candidat, ce qui n'avait pas été le cas jusque-là, hein, même s'il a été élu dans l'Aisne. C'est une époque en plus où les candidatures multiples sont légales, ce qui fait qu'on peut se présenter autant que l'on veut. Alors il se présente en Dordogne, il se présente dans le Nord, il est élu, hein, sans aucun problème. Hein. Alors, on s'inquiète évidemment de plus en plus en face. Il y a une ligue anti-plébiscitaire qui se constitue, une société des droits de l'homme et des citoyens animée par Clémenceau, qui maintenant se dresse contre lui. Parmi les opposants, la franc-maçonnerie se mobilise contre ce danger plébiscitaire, contre ce danger de césarisme. Et puis, Boulanger, qui est arrivé à la Chambre, propose carrément la dissolution de celle-ci. Alors, il y a des mots très forts qui sont échangés avec Floquet, l'un des leaders républicains. Ils vont se battre en duel. Il va démissionner pour pouvoir se représenter à d'autres élections partielles. Il est élu dans la Somme, en Charente-Inférieure, dans le Nord. Là, le mouvement prend une ampleur évidemment tout à fait considérable. Et à ce moment-là, il y a un siège qui se libère à Paris. Alors, il va venir se présenter également à Paris. Nous sommes en janvier 1889. Il est contre un candidat radical du nom de Jacques. Eh bien, là, Paris, qui avait toujours voté contre le Second Empire, qui était le fief républicain par excellence, eh bien, Boulanger rassemble 245 000 voix contre 162 000 seulement à son adversaire. Alors là, la foule de ses partisans est déchaînée et le pousse même à marcher sur l'Élysée, l'encourage au coup de force. Il a remporté la majorité dans tous les arrondissements, sauf un, le troisième arrondissement. Mais Boulanger ne suit pas parce qu'il est persuadé qu'en attendant les élections générales prévues au mois de septembre, eh bien, la France va le porter tout simplement au pouvoir par des voies légales. Et puis Boulanger aussi est amoureux. C'est aussi un autre élément qui va compter. Il est amoureux de Marguerite de Bonnemains, qui retient toute son attention, et de ce fait, il n'est pas prêt à se lancer dans une aventure politique qu'il considère comme incertaine. Hein. Et au lieu de marcher sur l'Élysée, comme l'y invite ses partisans, il va aller rejoindre Madame de Bonnemains, moyennant quoi le ministre de l'Intérieur informé va se trouver d'un coup tout à fait rassuré. Le lendemain, Déroulède vient le voir, lui demande d'aller réclamer la dissolution à l'Assemblée. Comme celle-ci va refuser, il se fait fort de rassembler des milliers et des milliers de partisans de la Ligue des Patriotes devant l'Assemblée et de marcher sur l'Élysée pour réaliser le coup de force tant espéré. Là encore, il refuse. Et puis en plus, il disparaît. Alors là, on est inquiet parce qu'on se dit, il prépare secrètement un coup d'État du côté républicain, on panique un peu, il disparaît. Oui, mais le 7 février, on apprend qu'il se trouve en fait en Auvergne. Il est à Royat, à l'hôtel des Marronniers, avec sa chère Marguerite. Alors évidemment, dans ces conditions, on peut comprendre que l'échec est quasiment assuré, d'autant que le gouvernement réagit, rétablit le scrutin d'arrondissement, hein, supprime le scrutin de liste qui favoriser les entreprises du général. Le ministre de l'Intérieur, Constant, laisse courir le bruit d'une arrestation imminente de Boulanger, d'une accusation devant la haute cour. Et que fait Boulanger le 1er avril? Eh bien, il s'enfuit à Bruxelles pour aller rejoindre toujours Madame de Bonnemains. Son immunité parlementaire est levée. Il est inculpé par contumace d'atteinte à la sûreté de l'État. On décide de dissoudre la Ligue des Patriotes. Comme la Belgique se fait réticente à l'accueillir, il va partir pour Londres. En juillet, l'Assemblée décide la fin des candidatures multiples. C'en est fini des tentatives plébiscitaires du brave général. Hein. Il est quand même élu aux élections générales en septembre 89 aux législatives, mais il refuse de rentrer en France. Il refuse de rentrer en France, et finalement c'est son adversaire vaincu, Geoffrin, qui est validé par la Chambre des députés. Entre-temps, il faut dire que la Haute Cour l'avait condamné à la déportation dans une enceinte fortifiée. Là, les choses maintenant tournent mal. En 1890, un pamphlet paraît, les coulisses du boulangisme, qui n'est pas tout à fait à sa gloire, et au bout du compte, c'est le général lui-même qui décide la dissolution du comité boulangiste.
Il n'en a pas fini avec les malheurs. En juillet 91, Madame de Bonnemains meurt et quelques semaines plus tard, le 30 septembre, il vient se suicider sur sa tombe au cimetière d'Ixelles, près de Bruxelles. Il est mort comme il a vécu, en sous-lieutenant, c'est la fameuse formule de Clémenceau. En fait, il faut rappeler que Boulanger soupçonnait Clémenceau d'avoir une fortune qui ne correspondait pas à ses revenus déclarés. Il le soupçonnait d'être acheté par l'Angleterre peut-être. On a vu qu'ensuite Clémenceau a été compromis dans l'affaire de Panama. Hein. Donc ça explique aussi l'attitude de Clémenceau sans doute à ce moment-là. Une journaliste de l'époque concluait l'aventure en disant il a commencé comme César, continué comme Catilina et fini comme Roméo. Au-delà de cette vision un peu vaudevillesque de l'aventure boulangiste, elle a fait l'objet de querelles d'interprétation tout à fait intéressantes sur le plan historiographique. René Raymond, dans son analyse des droites françaises, a rattaché Boulanger au courant bonapartiste des droites françaises. Hein, c'est une analyse tout à fait classique. Après lui, Zev Sternel, l'historien israélien, l'auteur de la droite révolutionnaire, a vu dans le boulangisme l'un des éléments du proto-fascisme qu'il pense identifier en France avant 1914, de manière tout à fait excessive à mon sens, car je ne crois pas qu'on puisse parler de fascisme avant la guerre de 14, qui a été un élément déclencheur sur ce point tout à fait décisif. Eh bien, en tout cas, c'est un rendez-vous raté pour le général Boulanger, mais il est à noter que son gendre a toujours été parfaitement loyal envers lui et envers sa mémoire. Parfaitement loyal, sans avoir été pour autant un boulangiste convaincu sur le plan politique. Mais il avait le sens de la famille. Voilà. Restez avec nous. Vraiment un homme exceptionnel, le colonel Drian, le colonel Émile Drian. Un homme pour lequel j'ai la plus grande admiration et depuis très longtemps. Alors très vite, quelques minutes pour vous parler un petit peu de lui. Il est né en 1855 dans un petit village, à l'époque il y a 745 habitants, c'est pas beaucoup, à Neufchâtel-sur-Aisne, c'est en Picardie. Et il est d'une famille honorablement connue, le père est notaire, magistrat, et évidemment voudrait que le petit garçon devienne aussi un notaire ou un avocat, mais enfin fasse son droit. Et lui, il est tellement marqué par la défaite de 1870 qu'il est patriote, mais un patriote forcené. La France, c'est vraiment l'amour de sa vie. Et donc, il va refuser de devenir avocat. Il va quand même, pour faire plaisir à papa, faire une licence de lettres et de droit, parce qu'il est brillant, Émile, il est brillantissime. Il a même gagné le concours général en histoire, ce qui quand même n'était pas rien. Et il va intégrer Saint-Cyr, bien sûr, quand il a 20 ans. Alors Saint-Cyr, à l'époque, c'est un peu comme aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup de bizutage et il y a des pages absolument savoureuses sur ce que les bizus subissaient de la part des anciens, les fines galettes, comme on les appelait, et en particulier la salade de bottes. Vous savez ce que c'est la salade de bottes? Eh bien, les anciens mélangeaient toutes les bottes des petits nouveaux, et ce sont quand même des grosses promotions, et à chacun de retrouver sa botte juste à temps pour l'appel ou pour un cours. Évidemment, la plupart se retrouvaient avec des bottes qui n'étaient pas à leur taille, et ça donnait beaucoup d'animation dans l'école de Saint-Cyr. Il va sortir avec un rang exceptionnel, 4e sur 435. Exceptionnel. Et toute sa vie, il aura des commentaires, des notes sensationnelles. Et vous verrez que ça ne va pas forcément mener à une carrière d'exception. Enfin, pas, au moins pas pour le grade. Il est nommé sous-lieutenant à Compiègne, il commence sa carrière à Compiègne, et puis très vite, il part en Tunisie, où il devient l'officier d'ordonnance d'un homme
exceptionnel lui aussi, c'est le général Boulanger. Le général Boulanger, tout le monde connaît, c'est l'homme que tout le monde attend et qui va malheureusement rater sa sortie. Et entre ces deux hommes, il va y avoir des liens de complicité, d'amitié, d'entente intellectuelle. Et en Tunisie, ça se passe très bien, tellement bien que quand le général Boulanger est nommé au ministère de la guerre, eh bien, Drian suit. Et il devient son aide de camp comme auprès du ministre. Il va même épouser sa fille, Marcel, en 1887. Ça sera un mariage très heureux. Ils auront 2 filles, je crois. Et malheureusement, le général Boulanger, alors qu'il avait frôlé, j'allais dire, l'apothéose, c'est-à-dire être au moins... peut-être devenir président de la République, peut-être ouvrir la route vers un rétablissement monarchique, on ne sait pas, il était soutenu par les royalistes. Eh bien, vous savez que Boulanger va se suicider sur la tombe de sa maîtresse, Madame de Bonnemain, en septembre 1891. Alors, coup d'arrêt terrible pour la carrière de Drian. On lui fera payer beaucoup sa loyauté envers son beau-père. Il va d'ailleurs avoir même des arrêts de rigueur parce qu'il a soutenu la mémoire de son beau-père. Il va être renvoyé en Tunisie. Là, ce seront des années heureuses. Il habite du côté de Carthage. Il a une très belle maison qu'il a fait construire, la maison Marie-Thérèse. Il fait de la photo. Ce sont vraiment des années fructueuses, heureuses. Il dirige des compagnies de zouaves. Et puis, il va à un moment devenir instructeur à Saint-Cyr. Et il sera un remarquable instructeur. Quelqu'un vraiment qui aura marqué des générations, enfin 2 générations de Saint-Cyriens. Et il se sentait très proche de Lyautey dans l'approche du rôle social de l'officier. Et ça devient vraiment le père de ces jeunes officiers. Il leur apprend beaucoup plus que la technique guerrière ou que la discipline. Il leur fait passer un souffle. Et les Saint-Cyriens, pour rien au monde, n'auraient raté un cours de Drian. Et puis, ça va se gâter, parce que sa carrière piétine. Elle piétine parce que le ministère de la Guerre est tenu par le général André. Ça sera l'affaire des fiches, bien sûr, vous connaissez. La franc-maçonnerie bloque complètement la carrière des officiers tels Briand, qui pourtant n'étaient pas d'un catholicisme affiché de façon ostentatoire, mais qui n'étaient pas francs-maçons, et on lui fait payer très cher. Alors au début, il attend, il est patient, il essaye de comprendre, il a les meilleures notes, les meilleurs commentaires. C'est difficile d'avoir un plus meilleur dossier que lui, et pourtant il n'est jamais au tableau. Alors il finit par s'énerver. En 1905, il donne copie de son dossier militaire avec ses notes exceptionnelles à un ami qui va les publier. Là aussi, ça lui vaudra des arrêts de rigueur. Et puis finalement, il y aura à Troyes l'histoire de Sidi Ibrahim. Sidi Ibrahim, c'est le Cameroun des Zouaves. Et traditionnellement, cette journée de commémoration des anciens commence par une messe. Alors, bon, on est au moment de la séparation de l'Église et de l'État. Il y va très doucement. Effectivement, la messe sera dite par l'archevêque de Troyes, mais la note de service de Drian dit « Vous êtes tout à fait libre de ne pas assister à la messe ». La messe, on refuse du monde tellement c'est plein, et le ministère de la Guerre prend prétexte de ça pour le punir. Là, trop, c'est trop, et il finit par démissionner, le cœur brisé, parce que c'est un soldat dans l'âme, mais en même temps, il se dit « Je vais continuer à lutter pour la France d'une autre façon ». Et qu'est-ce qu'il fait? Il se fait élire député de Nancy. Et là, effectivement, le combat continue. Et il a 2 appuis de choix, c'est Paul Déroulède et Maurice Barrès. Et avec cette équipe, ils vont sans arrêt mettre à la Chambre, à la commission de l'armée, le problème de l'Allemagne qui est en train de réarmer. Et bien sûr, la guerre approche et Drian a l'impression d'être le seul à le voir. Et la question qu'il pose sans arrêt, c'est pas est-ce que nous allons avoir la guerre? La question, c'est quand?
allons-nous avoir la guerre? Et donc il lutte contre le ministère de la Guerre qui a tendance à démanteler des passes fortes, à réduire les crédits. Tiens, ça rappelle quelque chose, ça, de nos jours. Et puis, il va sans arrêt soutenir l'armée. Et 14 va arriver, il pourrait tout à fait rester dans ses foyers, mais non, il est vraiment patriote, il aime profondément la France, il aime l'armée, donc bien sûr, il répond présent. Il va aimer passionnément ses chasseurs, il va se trouver en poste à Verdun, et là commence un nouveau combat. C'est Verdun avant 1916, hein, mais il bombarde l'Assemblée de Notes en disant « La guerre va se jouer à Verdun, c'est là qu'il faut mettre les efforts, c'est là qu'il faut renvoyer des troupes, qu'il faut renforcer les défenses. C'est évident que le Crown Prince va attaquer à Verdun. » Et une fois de plus, personne ne l'écoute, tout ça. Il écrit directement au président de la République, il sonne à toutes les sonnettes, mais bon, rien à faire. On a l'impression que ça tombe dans l'oubli. Sa dernière lettre en 1916, parce qu'il écrit quasiment tous les jours à sa femme, donc on suit exactement ce qu'il fait et c'est passionnant. Sa dernière lettre, c'est « Je sais que ça va être dans les 2 jours qui viennent, je ferai mon devoir, on ne fera pas le poids, on va être laminé. » Enfin, il dit ça beaucoup mieux que moi, hein, bien évidemment. J'ai eu de la chance jusqu'à présent, je pense que la chance va pas m'abandonner. Eh bien si, parce que le 21 et le 22 février, c'est l'attaque sur le bois des corps, le Trommelfeuer, et évidemment, les chasseurs ne font pas le poids, mais en même temps, ils tiennent bon quand même. Drian sera touché, il va mourir touché d'une balle dans la tête. Et il entre dans la légende, il est un héros national et c'est un homme formidable dont nous allons encore parler maintenant. Eh bien, après ce très beau portrait de Drian brossé par Catherine, hélas à grands traits, parce que le temps est compté, nous allons pouvoir en reparler avec notre invité d'aujourd'hui, Lionel Bosserel. Bonjour. Jean-Pierre. Merci d'avoir répondu à notre appel. Je suis heureux d'accueillir ici un historien, mais aussi un confrère, puisque vous êtes éditeur. On va faire un tout petit peu de publicité pour la profession, dont on dit beaucoup de choses et pas toujours les meilleures. Vous êtes éditeur et ça me plaît beaucoup chez vous, vous êtes éditeur artisan. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? J'ai cru comprendre que, tel l'homme orchestre, dans votre maison d'édition qui s'appelle les éditions Gribeauval, vous ne vous contentez pas, comme le veulent trop souvent les films à la mode, de piloter une belle voiture italienne avec un cheval dressé et de séduire de jolies femmes dans des soirées mondaines. Quel est votre... Ou au golf, hein, les éditeurs sont souvent au golf aussi. Oui, c'est vrai. Non, alors la réalité est un peu moins flamboyante. C'est-à-dire que si effectivement on pilote des machines, ce ne sont pas des automobiles, enfin, quoique ça arrive aussi pour des livraisons et autres petites courses. Mais ce sont plutôt des breaks que des Ferrari. Voilà, on est plus dans l'utilitaire que dans la voiture de sport. Non, les machines qu'on conduit au quotidien, ce sont des machines d'imprimerie, puisque aujourd'hui, grâce au progrès de l'impression numérique, on peut fabriquer soi-même sa production. Et c'est le parti que j'ai pris. Voilà. Donc, je suis installé en Bretagne et j'ai un atelier d'impression numérique qui me permet de faire l'ensemble de la chaîne éditoriale en interne, de la composition à la fabrication et même à la distribution grâce à mon site internet comptoirdeséditeurs.com. Et là, vous renouez avec une très ancienne tradition qui était celle des éditeurs-imprimeurs. Je peux moi-même vous citer un exemple, c'est celui d'un de mes lointains aïeux qui était lui-même éditeur-imprimeur à Besançon et qui cumulait, comme vous le faites aujourd'hui, les deux fonctions, c'est-à-dire la fonction qui aujourd'hui est considérée comme noble et ressortissant à l'exception culturelle, celle de l'éditeur qui a des idées, qui déniche des auteurs, etc., etc., et puis celle moins honorifique mais tout aussi utile et puis importante en termes de qualité,
qui est celle de l'artisan qui met les mains dans le cambouis, qui fait tourner les machines. Et je voudrais vous saluer parce que à une époque où beaucoup de grosses maisons d'édition n'ont plus aucun rapport avec la réalité physique du métier, vous incarnez cette continuité qui va de l'idée qui germe un jour dans un cerveau jusqu'au livre fini que vous apportez vous-même au libraire ou parfois au client. Et je crois que cette continuité permet de garder à ce métier qui est le nôtre toute une noblesse qu'on a trop souvent tendance à oublier à force de spécialisation, de segmentation, comme disent les gens de marketing. Bref, vous êtes un éditeur homme orchestre et c'est remarquable. Alors si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas seulement pour défendre les couleurs d'édition, ce que vous faites bien, c'est aussi pour défendre les couleurs de Drian. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez rencontré le commandant Drian, comment vous est venue l'idée de publier des livres de Drian, puisque c'est de cela qu'il s'agit? Alors la première personne qui m'a parlé de Drian, enfin Drian d'Henri, puisque c'est la même personne qui, enfin c'est le pseudonyme littéraire et le nom réel du colonel Drian, c'est l'anagramme. Hein. Bon, oui, c'est vrai que quand on en parle, on hésite toujours à employer l'un ou l'autre. Au dernier moment, on se dit mais de qui je parle? On va garder quand même Drian. Quand il a sa casquette d'auteur à succès, c'est effectivement d'Henri, mais il avoue lui-même qu'il s'appelle aussi Drian, puisque sur la couverture de l'édition originale de ce livre, par exemple La guerre de demain, on avoue en toute transparence d'Henri, entre parenthèses, commandant Drian. Donc là, les masques sont tombés. Et Drian, mais c'est une réédition, ça déjà, qui est plus récente que les... Je pense qu'à l'époque, il avait déjà démissionné, il me semble. Parce qu'il n'y a pas de date, mais effectivement, capitaine d'Henri, entre parenthèses, commandant Drian. Mais il n'était que commandant, il n'était que commandant, oui. Et donc, oui, cette idée de rééditer ces ouvrages de Drian dont nous allons parler. Donc, c'est Jean Mabire qui m'a fait connaître l'œuvre de Drian. Jean Mabire, à qui nous rendons volontiers l'hommage qu'il mérite, que nos téléspectateurs connaissent, aiment et apprécient. Et Jean Mabire, qui était un esprit curieux et ouvert à beaucoup de choses, c'est donc lui qui vous a initié à... Oui, il était un inconditionnel de l'œuvre de Drian. Il avait toute la collection, les différentes éditions de ces feuilletons, puisque ce sont des feuilletons. Hein, au départ, ça paraît en fascicule. Les gens achètent ça toutes les semaines et ça ne devient des livres qu'après que le lecteur les ait lui-même reliés. Donc on trouve ça souvent chez les bouquinistes, dans des reliures un peu amateurs, qui souvent d'ailleurs sont de très bonne qualité, même parfois meilleures que la production de certains reliures d'aujourd'hui. Et donc Jean Mabire était vraiment passionné par l'œuvre de Drian, il lui vouait un culte. Il voyait en lui non seulement un grand écrivain, mais aussi un grand politique. Et Jean Mabire, qui était attaché aux idées d'Europe, à l'idée d'Europe, voyait en Drian un précurseur, puisque souvent dans ses romans d'anticipation, après la victoire finale, parce que bon, il y a toujours quelqu'un qui gagne, ce sont des romans militaires, il faut bien que quelqu'un gagne, et il y a toujours dans la vie. C'est comme dans la vie, voilà. Il y a toujours une recomposition politique, et ça débouche sur des alliances continentales, des notions de fédération qui, évidemment, pour l'Européen convaincu qui était Jean Mabire, était un modèle. Un modèle, effectivement. Voilà. Alors, vous m'avez appris quelque chose sur Jean Mabire que pourtant j'ai côtoyé, apprécié et bien connu. Vous m'avez appris qu'il avait même commencé à écrire lui-même un livre sur Drian. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, il a découvert par hasard que le fils, je crois, ou le petit-fils, je ne sais plus, de Drian, habitait en Bretagne, pas très loin de Saint-Malo. Où Jean Mabire était a fini ses dernières années à Saint-Servant. Et donc, il avait réussi à vendre à son éditeur le projet d'une grande biographie sur Drian, à la fois sur sa vie, sur son œuvre, sur les thèmes qui lui étaient chers. Et il a donc pris contact avec la famille pour avoir accès aux archives, en demandant, en expliquant, en joignant une copie de la lettre de son éditeur pour montrer que c'était sérieux et que ça allait déboucher sur un ouvrage qui serait distribué, enfin, qui pourrait donner à la mémoire de Drian, rendre à la mémoire de Drian l'hommage qu'il méritait. Oui. Et le fils a répondu malheureusement que lui-même avait en projet la rédaction d'un ouvrage et que
il était très sensible au projet de Jean Mabir, mais que malheureusement, il ne lui passerait pas les archives parce qu'il comptait les utiliser lui-même. Chose qu'il n'a pas faite, bien sûr. Quelle présomption, vouloir faire mieux que Jean Mabir en matière de biographie d'un militaire comme Drian. C'était vraiment... Je parie que ce livre, évidemment familial, qui eût été sans doute une ode inconditionnelle, mais probablement piétonne, comme disent les Anglais, n'a jamais vu le jour. Non, bien sûr. Donc, alors, du coup, Mabir n'a pas pu poursuivre son projet, mais il avait quand même rédigé quelques petites notes, des résumés des bouquins de Drian, notamment. Et ce projet, cette ébauche de bouquin a été publié cette année, ou peut-être non, l'année dernière en réalité, puisque nous sommes début février. Déjà en 2016, oui. A été publié finalement par un éditeur associatif de Nancy qui s'appelle le Polémarque. Et c'est à la faveur de cette publication que je me suis souvenu de tout ce que Jean Mabir m'avait raconté sur Drian, et je me suis avisé qu'il était dans le domaine public, et que c'était dommage qu'on ne trouve pas ces livres. Et là, je voudrais vous tirer encore un coup de chapeau d'éditeur à éditeur. Il y a dans l'édition française une quantité incroyable d'ouvrages qui mériteraient d'être en exploitation régulière et suivie, comme le dit la loi sur le droit d'auteur, mais qui ne sortent jamais pour des raisons, disons-le, tout à fait matérielles. Et le fait de tirer de l'oubli des ouvrages, bon, ceux de Drian n'ont jamais été totalement oubliés, mais toute une frange des lecteurs ne les connaissent pas, mais tirer de l'oubli des ouvrages qui s'imposent et qui, sans des éditeurs courageux comme vous, ne seraient plus accessibles, c'est extrêmement méritoire. Je dois dire que les éditions italiques que vous représentez ont à cœur de republier ces textes tombés dans l'oubli. C'est pas ce que préfère mon banquier, si vous me permettez de le dire. Les Immortels. Hein, oui. L'idée étant effectivement que certains livres ne peuvent pas tomber dans l'oubli. Et dans ce domaine-là, je crois que vous avez vraiment fait très fort en commençant à publier cette, j'espère, longue série de réédition de livres de Drian. Et même ce livre, cette biographie écrite juste après la guerre de 14 par Gaston Jolivet, c'est très bien de l'avoir là, je vous fais moins de compliments. La jalousie, qui est une autre forme de confraternité, va parler. Figurez-vous que ce livre de Gaston Jolivet, Le colonel Drian, que vous offrez, vous en parlerez tout à l'heure en prime, avec votre magnifique coffret. Ce livre, je l'avais moi-même fait composer, il était prêt à être imprimé. Je n'avais plus qu'à appuyer sur le bouton pour que les machines, un peu comme celles qui sont chez vous, donnent le jour à une nouvelle édition. J'ai hésité un peu trop longtemps. Vous avez tiré le premier, je ne vous le pardonnerai jamais. C'est de bonne guerre. Tout à fait sérieusement, vous avez très bien fait. Et je souhaite à ce livre de Jolivet, qui présente beaucoup d'intérêt, une belle carrière. Voilà. On peut peut-être en dire un mot, parce que Jolivet, si vous n'aviez pas été là, ou si d'autres rêveurs comme moi n'avaient pas été là, il aurait été oublié, comme tant d'autres de la période de l'entre-deux-guerres. Il rend un hommage à Drian, qui n'est pas simplement de la géographie, mais qui fourmille. Je crois que Catherine, sans trahir les secrets, j'ai pioché beaucoup de choses dedans. Alors c'est un livre évidemment qui a vieilli, c'est évident, mais qui est très, très intéressant pour les historiens, vraiment très intéressant. Je le conseille notamment pour toute la description de la vie militaire de l'époque, qui sera sans doute extrêmement passionnante pour tous ceux qui ont l'âme Fanamili aujourd'hui. Oui. Et donc, vous en prie. Revenons à Jean Mabir. Donc Mabir fait ce livre, en début de ce livre, qui malheureusement ne verra pas le jour, tout au moins pas sous sa forme définitive. On peut se le procurer, le petit embryon dont vous parliez? Alors, je n'ai pas eu la chance de pouvoir le commander, mais je l'ai eu en main hier soir, et on peut se le procurer via Internet sur le site de l'éditeur. Publicité totalement désintéressée, parce que ni vous ni moi n'avons eu d'exemplaires confraternels. Mais bon, la bonne cause étant ce qu'elle est, absolument. Disons qu'effectivement, ce livre, ce manuscrit de Jean Mabir mérite d'être lu. Je le dis de confiance, je ne l'ai pas eu entre les mains, mais connaissant Jean, ça ne peut être qu'un l'amorce d'un chef-d'œuvre. Alors, arrivons maintenant au livre écrit par le colonel Drian, puisqu'on va l'appeler colonel, quand il est mort, il était lieutenant-colonel. C'est extraordinaire, cet homme était un visionnaire. On l'a appelé le Jules Verne militaire. Oui. D'ailleurs, au début de l'invasion noire, il y a un échange de correspondance entre lui et Jules Verne. Il sollicite de Jules Verne
parrainage pour son livre à paraître. Et Jules Verne lui répond, mais cher monsieur, votre guerre de demain a eu un tel retentissement que vous n'avez pas besoin qu'on vous introduise, vous êtes vous-même déjà un maître, etc. etc. Drian cherche à se représenter ce que sera la guerre quelques années plus tard, avec les nouvelles possibilités technologiques. Contrairement à beaucoup de généraux, il n'est pas dans la guerre qu'on vient de perdre, il est déjà dans celle de la prochaine, celle qu'il espère gagner. Voilà. Bien sûr. Donc, de la même manière que Jules Verne, il invente des machines futuristes pour essayer de voir ce que sera la guerre 20 ans plus tard à peu près. Hein. Il se projette à peu près 20 ans en avant. Donc, au moment de la rédaction de l'Invasion noire, qui commence en 1894, ce qu'il imagine, c'est 20 ans, c'est le début de la Première Guerre mondiale. Et bon, il y a quelque chose, il est passé à côté de l'avion, bon, mais il a bien compris que la guerre aérienne serait quelque chose de... Enfin, les outils aériens seraient utiles dans la guerre future. Mais il fait jouer le rôle de vecteur à des ballons plutôt qu'à au plus lourd que l'air. C'est ça. Mais il les harnage de métal. Et des espèces de cuirassiers flottants dans l'air qui vont porter le fer. On imagine les dessins de Robida, hein, oui, c'est la même époque, c'est la même inspiration, hein, c'est ça. Des gens visionnaires. Alors, racontez quand même l'Invasion noire, parce que c'est... Ouais, l'Invasion noire, donc ça a 120 ans, mais c'est très actuel, puisque c'est l'histoire de l'assaut des djihadistes contre l'Europe, et notamment contre la France. Incroyable. Voilà, donc 120 ans avant Daesh, Drian imagine les hordes musulmanes se jeter à l'assaut de la pauvre Europe pour la servir, pour la réduire en esclavage. Et comment on s'en débarrasse? Eh bien, grâce au fameux ballon... Bon, c'est un peu, je ne sais pas si on peut déflorer le... Ah bah oui, pas trop quand même. Pas trop, mais un petit peu quand même. Et ça se finit bien, vous nous l'avez dit. Ah, ça se finit bien pour... Enfin, pas pour les djihadistes. Pas pour les djihadistes, non. Comme on dit sur les plateaux des gros médias, acceptons-en l'augure. Donc, ces fameux ballons, la France, l'Europe est traversée sans résistance efficace par les troupes afro-musulmanes, et la bataille finale, puisque l'Angleterre se réfugie sur son île et refuse de participer aux combats continentaux, se disant qu'on pourrait toujours essayer de détruire ce qui resterait des forces qui auraient vaincu. Donc ils restent dans un attentiste qui leur semble servir leurs intérêts. La perfide Albion, dans ce qu'elle a toujours produit de meilleur ou de pire, comme on voudra. Voilà, donc la France finalement est le dernier bastion. Voilà, une fois l'Allemagne vaincue, les forces musulmanes sont face aux forces françaises. Il y a un immense camp retranché qui est construit dans un périmètre de centaines de kilomètres, enfin un rayon plutôt de 100 kilomètres autour de Paris. Et la question se pose de savoir comment détruire ces hordes. Ils sont des millions, hein. C'est pas rien, puisque ça s'appelle l'invasion noire, puisque l'instigateur de toute cette plaisanterie, c'est un sultan turc, un sultan qui a été chassé lors d'une révolution de palais, et exilé en Afrique, il trouve une mine d'or, et grâce à cet or, il achète des armes aux Anglais, toujours eux, et il arme les populations noires, qui convertit à l'islam. Ça, c'est un phénomène à l'époque qui était quand même pas facile à prévoir. C'est extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, l'islamisation de l'Afrique noire, c'est un fait. Bon, on pense à Boko Haram, etc. Mais à l'époque, on n'imagine pas ça. Les missionnaires sont partout. On n'imagine pas que l'Afrique noire sera un jour musulmane. Donc il les convertit et ils exterminent les quelques garnisons européennes qui sont présentes sur le sol africain. Il les conduit jusqu'à la Mecque, où il y a une espèce de grande arnaque, puisqu'il y a un faux miracle qui est fait sur le tombeau de Mahomet, grâce à un de ces fameux ballons qui est utilisé avec des filins comme un décor de théâtre pour faire monter le sarcophage du prophète. Et donc, après ça, il reconquiert sa capitale, Istanbul,
et il se lance à l'assaut de l'Europe. Au final, les Français ont construit une flottille de ballons, et ce sont ces ballons qui sont utilisés pour exterminer, annihiler les forces musulmanes grâce à un gaz de combat qui préfigure... Ce n'est pas politiquement correct tout ça. Non, c'est très mal. Un gaz de combat qui préfigure évidemment ceux qui seront utilisés lors de la Première Guerre mondiale. Bien sûr. Évidemment. Parce qu'on est 20 ans en avance. Ils ne sont pas encore inventés, les gaz de combat. Alors, ils sont probablement déjà inventés, mais jamais utilisés. Normalement pas utilisés. Voilà. Ouais, et c'est extraordinaire. Alors, parlons tout de suite de ce coffret qui est un bel objet. L'objet est intéressant. Donc, l'invasion noire, si nos téléspectateurs veulent découvrir ce texte tout à fait prémonitoire et intéressant, vous avez choisi de le présenter sous cette forme vraiment originale et bien adaptée. Je pense que Drian aurait adoré ça. Donc c'est un coffret métallique, boulonné. C'est de l'aluminium, comme les ballons. Évidemment, il ne fallait pas que ce soit en acier pour pouvoir s'élever. C'est riveté comme les ballons. C'est rifté comme les ballons. Rifté à la main, semble-t-il. Oui. Et votre zèle d'éditeur artisan va jusqu'à superviser, voire faire vous-même le rivetage des coffrets. Je crois que c'est un objet qui a une histoire. C'est pas. Ah oui, c'est pas produit en Extrême-Orient. C'est pas fait en Chine, hein. C'est fait en Bretagne. Je vais vous le dire. Voilà. Les morceaux d'aluminium, les pièces. Il y a 6 pièces qui constituent le coffret, qui marchent par paire. Il y a 3 séries de 2 pièces identiques qu'on mettait de beige pour, évidemment, pour la symétrie. C'est un peu le Rubik's Cube que vous nous décrivez. Non, c'est beaucoup plus simple. Vous êtes aussi un scientifique. Et donc ces 6 pièces, c'est de la découpe laser qui est faite à Lamballe, dans une société locale. Circuit court. Totalement. Très bien. C'est découpé et plié à Lamballe, dans les Côtes d'Armor, et les rivets sont posés dans mon atelier de Saint-Malgrand, à quelques kilomètres de... Bien bravo, parce que c'est un bel objet, et un objet que les gens vraiment auront plaisir à garder. Et puis le texte qu'il contient est sensationnel. Oui, alors soyons précis jusqu'au bout. 4 titres à l'intérieur. C'est les 4 tomes de l'invasion noire. C'est toujours compliqué de parler de tomes pour les feuilletons parce que, comme ça a apparu en fascicule, quand vous les trouvez chez les bouquinistes, les gens ne les ont pas forcément reliés dans le même nombre de volumes. Mais l'invasion noire a été constituée de 4 parties, donc pour des questions pratiques de maniement, de format, etc., j'ai fait un volume pour chacune des 4 parties, qui s'appelle La mobilisation africaine. Parce que c'est un technicien de la guerre, Drian. Donc il y a mobilisation, concentration, il y a toujours les étapes. Ces bouquins sont toujours pratiques. C'est un plan qu'on pourrait utiliser. Utiliser à l'école de guerre. Voilà, c'est ça. Mobilisation africaine, concentration et pèlerinage à la Mecque, à travers l'Europe. Comme je vous l'ai dit, ça se passe assez bien. Et puis la fin. Et pour finir, autour de Paris. Alors, il y a une autre édition condensée, abrégée, qui est apparue une quinzaine d'années après, où il n'y a que 3 volumes, où les parties 3 et 4 sont condensées en un seul volume, qui s'appelle poétiquement Fin de l'islam devant Paris. Alors évidemment, commercialement, c'est peut-être meilleur aujourd'hui. Oui, mais c'est moins respectueux de l'œuvre de Drian. Oui, et les passages qui ont été supprimés sont, à mon avis, parmi les plus intéressants. Donc, mauvais éditeur. J'étais Flammarion pourtant. Oui, mais pas tout à fait. Je ne savais pas qui était responsable. Je dois dire que ce vieux livre, c'était déjà Flammarion. Oui, c'est toujours chez Flammarion. Soyons précis jusqu'au bout. Comment peut-on se procurer ce coffret et à quel prix ? Alors, c'est circuit court, vente directe. Enfin, on est très... voilà, donc il faut commander directement sur mon site internet comptoirdeséditeurs.com. Pour la somme de 100 €, le coffret de 4 volumes, plus, je vous laisse le montrer, parce que si je peux le montrer là-bas. Oui, voilà. Donc la biographie dont nous avons parlé tout à l'heure. De Jolivet en cadeau. Qui est un cadeau. Donc ça fait 5 livres, plus ce coffret, qui est quand même quelque chose de tout à fait intéressant. Oui, dans une bibliothèque. Pour 100 €, et puis ça, à mon avis, c'est à l'épreuve des balles. Hein. Oui, le coffret est parfaitement en adéquation avec le sujet. Il y a des clients qui m'ont dit, vous avez inventé le concept du Panzer coffret. Oui, c'est le livre blindé. Voilà, effectivement. Ça peut vous sauver la vie. C'est utile. L'aluminium, c'est assez dur contre les balles? Non, mais avec le papier, je pense que entre les différentes épaisseurs d'aluminium, plus
Je pense que les 1300 ou 1400 pages donc les 600 ou 700 pages de feuilles plutôt de papier au milieu, oui, je pense que ça résiste bien. Alors, je profite de ce que vous parlez de votre site qui s'appelle le comptoir des éditeurs. Des éditeurs, en fait, c'est un éditeur avec plusieurs casquettes. C'est vous qui vous cachez derrière ce comptoir des éditeurs. Vous avez plusieurs activités. Je ne veux pas trahir de secret, mais je crois que vous éditez aussi des livres sur la Bretagne, sur... Oui, alors l'histoire militaire paraît sous l'appellation Gribeauval, pas tout à fait par hasard, bien sûr. Voilà, bon. Ingénieur artilleur. Voilà, qui c'était, Gribeauval? Un ingénieur militaire qui est le père du système d'artillerie français qui a permis aux troupes françaises, lors des guerres de la Révolution et de l'Empire, de surclasser. D'avoir une supériorité matérielle. Voilà. J'ignorais totalement. Un beau nom pour une maison d'édition militaire. Bien sûr, oui. Bien sûr. Mais ce sera un personnage pour l'une de vos interventions. C'est un personnage intéressant. Et lui aussi visionnaire. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a effectivement des points communs avec Drian, qui lui-même, sans être ingénieur, a toujours une approche technique des choses, fait des descriptions parfois très techniques dans ses bouquins. C'est toujours très documenté. Pas seulement sur les questions de machines, de technologie, de choses comme ça, même sur l'humain. Quand il évoque les différentes tribus africaines qui sont fédérées derrière la bannière du prophète par le sultan, c'est de l'ethnologie. C'est d'après nature. On se souvient, Catherine nous l'a rappelé tout à l'heure, qu'il avait servi au Maroc. Et donc en Tunisie. Pardon. Il avait donc pu... Oui, mais au-delà de ça, il cite tous les grands explorateurs, tous les ethnologues de l'époque. Il a beaucoup lu. Oui. Il fait toujours référence, alors que ce sont des ouvrages de fiction, il fait toujours référence à une documentation qu'il a utilisée préalablement. Bon, dans l'Invasion jaune, qui est un autre de ses livres qui paraît plus tard, quand il décrit un monastère bouddhiste, il dit très clairement dans une note que ce sont les voyages du père Huc qui l'ont inspiré, bon, qui à l'époque était la grande référence, même si le voyage datait d'une cinquantaine d'années, ça restait... Ça n'avait pas dû bouger beaucoup, le monastère. Voilà. Non, c'est extraordinaire, parce que non seulement c'est un homme de cabinet, il lit effectivement beaucoup, mais il voyage aussi, enfin pas jusqu'en Chine, mais c'est aussi un homme de terrain. En Tunisie, il va jusqu'à la frontière libyenne, il va voir en Allemagne ce qui se passe, et ça l'intéresse beaucoup. Enfin, c'est un homme qui est, je trouve, vraiment universel. Alors, l'émission va se terminer bientôt, mais un mot sur son autre livre, L'aviateur du Pacifique. C'est extraordinaire, ça aussi. Ça m'a... Le sujet était vraiment... C'est l'annonce de Pearl Harbor. Mais il a imaginé un nombre de choses tout à fait incroyables. C'est quelqu'un qui... Bon, de toute façon, il faut quand même... Bon, déjà, il avait imaginé la bataille de Verdun, il en a été victime, mais c'est quelqu'un qui sentait les choses avant qu'elles n'arrivent, qui, en se documentant beaucoup, puis avec une sensibilité qui est peut-être du fait de sa formation. Oui, enfin, un écrivain, bon, c'est pas un écrivain guerrier, c'est pas tout à fait un militaire comme les autres. Et il a une sensibilité supérieure. Et bon, malheureusement, il n'a pas été assez écouté, mais bon, pour lui, le danger de l'offensive sur Verdun était évident. Il a alerté, comme vous le rappeliez tout à l'heure, dans tous les sens, écrivant. Bon. Mais quand il s'est retrouvé face à ses responsabilités, pas soutenu par sa hiérarchie qui ne l'a pas cru, quand il a fallu quand même tenir le front... Il l'a fait. Il le fait. Oui. Il le fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a une mode chez certains historiens d'expliquer que Verdun, les Allemands ne voulaient pas passer, ils voulaient fixer le maximum de troupes françaises, les user. Saigner à blanc l'armée française, écrira le Kronprinz bien après la bataille. Oui, mais c'est plutôt une excuse qu'une... Non, mais c'est un peu comme au rugby, si vous voulez. Quand vous faites un maul, vous cherchez à fixer l'adversaire pour pouvoir lancer vos trois quarts. Si l'adversaire ne vous arrête pas, si ses forces ne viennent pas se masser là, vous avez le ballon, vous avancez. Donc c'est ce qui se serait passé à Verdun si au Bois des Corps, il n'y avait pas eu les 56e et 59e bataillons de chasseurs de Drian. Les Allemands seraient passés, ça aurait été la blague habituelle, le gouvernement serait parti se réfugier à Bordeaux, etc. Quoi. Donc la bataille de Verdun a eu lieu parce que à son lancement, au moment de l'offensive du 21 février 1916, Drian était là et qu'avec des moyens
très faible par rapport aux forces qui lui étaient opposées. Il a tenu au sacrifice de sa vie, puisqu'il est parti parmi les derniers au moment où la relève arrivait enfin. Et c'était pas du genre à partir en premier et à laisser. Il a fait partir le peu qui restait de ses troupes. C'était très paternel avec ces hommes. Je crois qu'il faut insister sur ce point pour terminer l'émission. C'était un homme profondément gentil avec ses soldats. Il les aimait vraiment plus que gentil, je dirais bon. Oui, il était adoré. Mot, oui. Il était adoré parce qu'il s'occupait des problèmes même personnels. Il avait un mot pour chacun. On est très loin de l'officier cassant, hautain, etc. C'est le cliché du colonel père du régiment, mais là c'est pas un cliché. Dans son cas, c'est vrai. C'est une réalité. Vous éditerez d'autres œuvres de Drian d'Henry, bien sûr, vous n'allez pas vous arrêter là. Maintenant que le modèle de votre coffret est mis au point, vous allez passer en production industrielle. Quels sont les prochains titres? Alors, prochainement, je vais publier La guerre fatale, qui est, à mon avis, le bouquin essentiel de Drian, celui dans lequel sa pensée politique se développe le plus clairement. On reconnaît bien là l'éditeur, vous sortez le premier livre, mais le deuxième est encore bien meilleur. Je crois que c'est vrai en plus, en l'espèce. Disons que l'invasion noire, c'est amusant à cause de l'actualité. Bien sûr. Oui, enfin amusant, mais peut-être pas le mot. Amusant. Oui. Intéressant. On se comprend. Effectivement. Mais La guerre fatale, vraiment, c'est le condensé de la pensée de Drian. Parce que La guerre fatale, c'est la guerre entre la France et l'Angleterre. Bon, alors ça commence en Tunisie, parce que les attaches de Drian là-bas sont quand même, vous l'avez dit, durables. Et donc l'Angleterre attaque sans déclaration de guerre la France à Bizerte. Et alors, comme toujours chez Drian, comme souvent, il y a une avancée technologique qui permet d'emporter la décision. Donc là, en l'occurrence, c'est le sous-marin qui préfigure ce que seront les U-boats de la Deuxième Guerre mondiale. Et attaquer l'Angleterre dans sa flotte, c'est la toucher au cœur. Voilà, et ça permet aux troupes françaises de débarquer en Angleterre. On reconstitue une espèce de camp de Boulogne. Et enfin, l'empereur est vengé, puisque les troupes françaises débarquent, prennent Londres. Et tout le troisième volume, qui s'appelle En Angleterre, est un éloge absolument incroyable des chasseurs, pour lesquels vraiment il avait vraiment... Eh bien, nous ne manquerons pas cette guerre fatale. Le deuxième coffret, je voudrais signaler, publicité quand même désintéressée, 2 livres qui complètent ce qu'on a dit sur Drian à Verdun. Il se trouve que ces 2 livres ont été édités et le compte d'exploitation n'est pas très favorable aux éditions italiques. Le premier s'appelle Fagnon bleu jonquille du capitaine Simon, qui était le second de Drian au Bois des Corps, qui raconte de sa place comment Drian s'est conduit et puis qui va jusqu'au bout de la guerre. Et c'est un ouvrage absolument remarquable qui méritait d'être réédité dans la série Les bonnes œuvres des éditeurs idéalistes. Et le deuxième, encore plus idéaliste et encore moins rentable, qui s'appelle Ma dernière relève au Bois des Corps, qui est une curiosité littéraire. Et là, les amateurs de littérature vont se régaler, puisque Marc Stéphane, qui en est l'auteur, qui est un tout petit peu connu pour avoir frôlé le Goncourt avec ceux du Trimard, est un des inspirateurs de Louis-Ferdinand Céline. Donc je voudrais juste signaler ces 2 livres qui viendront compléter la culture que nos téléspectateurs auront acquise grâce à vos beaux coffrets et à vos cadeaux. Eh bien, c'est l'année Verdun et... Encore une fois, nous rendons hommage à Drian, vraiment du fond du cœur. Et merci, messieurs, et bonne chance à ce coffret. Il mérite vraiment d'être bien accueilli par le public. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Restez avec nous sur TV Liberté, bien sûr.